Éclairage sur un sujet de l'actualité économique. Taux de change à l'indicatif à l'interbancaire et au parallèle. Cours des principaux minerais de la RDC, indice des prix à la consommation. C'est dans Jeudi Économie, chaque jeudi à 14 h après les infos. Et sa rediffusion jeudi 20 h. Jeudi Économie, émission présentée par Eric Ambago. Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans votre magazine hebdomadaire Jeudi Économie. Vous connaissez les rubriques, taux de change à l'indicatif, à l'interbancaire et au parallèle. Vous aurez le cours des principales des exportations du pays, le panier de la ménagère, un invité pour commenter un sujet d'actualité économique. Commençons par le taux de change. Béro Matanda, bonjour. Bonjour Eric Ombago. Quelle est la parité aujourd'hui, franc congolais, principale devise étrangère? La parité franc congolais principale devise étrangère à l'indicatif se présente comme suit. $1 américain vaut 2850,4171 francs congolais. 1 euro équivaut à 3173,8622 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,8365 francs congolais. Et 1 rand sud-africain vaut 165,3356 francs congolais. Au marché parallèle, $1 américain vaut 2857 voire 2858 francs congolais. 1 euro vaut 2980 francs congolais. 1 franc CFA égale à 4,2 francs congolais. Et quel est le cours des principales matières d'exportation du pays? Voici le cours des matières premières. Eric, la tonne du cuivre a encore enregistré une hausse. Elle coûte 9840,5 $ américains contre 9601,75 $ américains la semaine dernière. Le coût de la tonne du cobalt n'a pas bougé. Il coûte toujours 24 233 $ américains. L'once d'or est vendue à partir de 2659,70 $ américains contre 2659,92 $ américains la semaine passée. Le baril du pétrole revient à 70,97 $ américains contre 69,70 $ américains il y a une semaine. Et enfin, une tonne de cacao est vendue à partir de 7039 $ américains contre 7867 $ américains la semaine dernière. Merci Béro Matanda, on vous retrouve avant la fin de l'émission pour le panier de la ménagère. Le prix du sac du ciment était plus ou moins stable à environ 11 $ américains. Aujourd'hui, ce prix a dépassé les 14, on parle même de 15 $ américains. Comment expliquer cette situation? Jeudi Économie reçoit pour vous un professeur en économie. Professeur Godepoy, bonjour. Bonjour Eric. Alors professeur, nous vous avons au téléphone. Expliquez-nous pourquoi il y a eu surchauffe du prix du ciment qui était plus ou moins stable ces dernières années. Voilà, ce qu'il faut noter par rapport à l'actualité récente, c'est que la grève des transporteurs a dû perturber les circuits d'approvisionnement dans le secteur ciment. Et je l'avais déjà dit, que le ciment fait partie des marchandises lourdes et son transport n'est pas facile dans un pays qui n'a pas de chemin de fer développé. Et du coup, on recourt au transport routier. Le ciment étant lourd fait que malgré le nombre de camions qu'on peut prendre, la quantité sera limitée. Et donc, avec ce qu'il y a eu comme retard dû à la grève des transporteurs, il y a des points de vente qui étaient déstockés. Et même si la grève est levée, il faut du temps pour reconstituer du stock. Néanmoins, il faut préciser que si il arrivait que les déficits se constatés au niveau du marché, n'oublions pas que dans les mesures prises par les ministres du Commerce extérieur, il y avait toujours cette possibilité-là dérogatoire qui pouvait permettre à tout moment de renforcer l'offre si cela était nécessaire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ces mesures visaient en fait la consolidation de l'industrie locale. Et je voulais insister là-dessus en disant à mon ami Eric que la politique actionnariale de l'État constitue les bras capitalistiques de sa souveraineté. Donc, les mesures prises par les ministres du Commerce extérieur soient encouragées dans le secteur cimentier, surtout que nous avons toutes les infrastructures voulues,
et que ce qu'on a constaté, c'est conjoncturel et cela est lié à la grève des transporteurs. Donc, aujourd'hui, la partie ouest de la RDC, Kinshasa, dépend fortement de la situation sur la nationale numéro 1. S'il y a un problème, il y aura des soucis en termes d'approvisionnement en produits cimentiers à Kinshasa principalement. Naturellement, donc les transports font partie des barrières les plus significatives en économie. Donc l'économie, ce n'est pas seulement la production et la consommation, mais c'est aussi la distribution. Et la distribution du ciment gris dans un état dépourvu de chemins de fer pose problème. Professeur, il y a eu il y a quelques jours du ciment transporté par l'ONATRA à partir de Lukala, à partir du Congo central. C'était le ciment de la cimenterie de Lukala qui est arrivé à Kinshasa il y a quelques jours. Est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui développer ou réhabiliter le chemin de fer complètement pour que ce soit la voie principale pour transporter les sacs de ciment? Oui, c'est pour cela que vous avez vu lorsque on était à la tête de cette ville, l'un de nos projets phares, l'un de nos 3 projets phares qui ont fait tâche d'huile aujourd'hui et servent de jurisprudence à d'autres provinces, c'était notamment Métrokin, pour lequel nous avons mobilisé 750 millions de dollars. Et là, je demande au gouvernement central de non seulement se focaliser, mais surtout se fossiliser sur la question de notre chemin de fer qui devient crucial pour le développement de notre pays. Comment faire pour relancer ce chemin de fer aussi? Je sais qu'il y avait déjà plusieurs études depuis 2019 et que ces études étaient arrivées à maturation. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous allons revenir là-dessus fort et nous allons nous battre pour que ce chemin de fer soit effectif. Mais pour cela, il faut également le concours de la population. Parce que regardez aujourd'hui que les périmètres de notre chemin de fer, ne fût-ce qu'ici à Kinshasa, est entouré aujourd'hui par des constructions, parfois même par des constructions de l'État. Donc nous devons nous interroger, nous réinterroger sur ce que nous voulons faire de notre pays. Donc à cela ne tienne, nous allons remettre cette question sur la sellette au niveau de l'Assemblée nationale pour que ces projets sur la modernisation de notre chemin de fer démarrent en trompe. Il existe aujourd'hui, depuis quelques années, la RLT, la redevance logistique terrestre, qui devrait permettre la réhabilitation de la voie ferrée, mais apparemment il y a toujours des soucis en termes de gestion de ce fonds qui est souvent affecté à la paye qu'à ce à quoi elle était destinée. Je dois vous le dire sans froid aux yeux que le copinage d'État est en train de détruire la République démocratique du Congo. Lorsque les recrutements, les promotions, les nominations au sein des administrations des institutions des entreprises se font essentiellement selon les liens du sang et des sentiments, il n'y a pas de miracle. Donc, il faut améliorer la gouvernance de ces entreprises publiques et vous allez voir que tout ira pour le mieux. Donc, vous constatez, vous pouvez penser que avant la réforme du 7 juillet 2008, parce que c'est cette réforme, en fait, qui a transformé nos entreprises publiques, soit en société commerciale, soit en établissement public ou service public. Donc, avant cette réforme, ces entreprises contribuaient au budget de l'État à environ 8%. Et au jour d'aujourd'hui, après réforme, ces entreprises contribuent à moins de 5% au budget de l'État. Donc, il y a des problèmes réels de gouvernance de ce côté-là. Il faut vraiment chercher à compter sur la méritocratie parce qu'en fait, à chaque métier correspond un profil. Dès lors que nous pensons que les copains et les amis valent mieux que la République, on arrive à ce genre de choses. Aujourd'hui, par rapport aux solutions pour éviter de dépendre complètement de l'ouest du Congo central, est-ce que le gouvernement ne devrait plus finalement ouvrir le marché pour que le ciment vienne du Congo-Brazzaville, vienne d'ailleurs pour inonder le marché, pour éviter ce genre de situation du Congo central? Je voulais vous dire qu'en économie politique internationale,
la puissance des États dépend essentiellement de leur performance économique. Donc nous ne pouvons pas, on ouvre, en fait, nous sommes en pleine mondialisation, on ouvre les marchés lorsqu'on n'a pas suffisamment d'intrants. Parce que souvenez-vous, je l'ai toujours dit et je vais encore le répéter, que la construction des sociétés dépend des deux proximités. Donc la proximité des intrants et la proximité des clients. Donc nous avons suffisamment d'atouts à ce qui concerne la production cimentière. Nous ne voyons pas pourquoi on doit ouvrir de manière aveugle les marchés par rapport à cela. Et donc, nous devons solidifier davantage nos industries, surtout que toutes les capacités sont là. Tout simplement parce que lorsque vous solidifiez votre production nationale, il y a plusieurs choses qui vont aller avec cette solidification. Lorsque vous avez l'industrie locale, vous avez des emplois. Lorsque vous avez des emplois, vous avez la demande globale et vous créez l'engrenage économique. Donc, on ouvre les frontières lorsqu'on n'a pas suffisamment d'atouts en la matière et c'est ce qu'on appelle dans les jargons la théorie des avantages comparatifs. Mais pour le secteur cimentier, lorsque vous voulez que nous puissions ouvrir les portes de manière robotique, qu'est-ce que nous allons faire de tous ces investisseurs qui ont fait confiance à la République? Quel sera l'avenir de ces personnels? N'oubliez pas que plus vous avez de l'industrie locale, plus il y a transfert de technologies et cela, ça va précipiter le développement de la République. Mais professeur, comment expliquer qu'ailleurs, le coût de production du ciment coûte moins cher? On a du ciment, par exemple, qui coûte de 5 dollars ailleurs, mais au Congo, c'est toujours autour de 10 dollars américains. Je l'avais expliqué, je disais que donc les éléments, les intrants qui entrent dans la fabrication du ciment nous viennent généralement de l'étranger. Et vous allez constater que nous n'avons pas encore de ports en eau profonde. Cela ne nous permet pas d'avoir une grande quantité d'intrants qui entrent dans la composition de notre ciment. Et Rostow disait que le développement d'un État était séquentiel. Donc, nous sommes en train d'y travailler. Et au même moment, nous ne devons pas détruire ce qui existe. Ce ne sont pas les sociétés cimentières qui doivent construire les chemins de fer. C'est de la responsabilité de l'État. Ce ne sont pas les sociétés cimentières qui doivent constituer des ports en eau profonde pour nous permettre d'avoir des importations en vrac, comme je le disais la fois passée. C'est de la responsabilité de l'État et l'État a plusieurs priorités. Autant nous devons moderniser notre système d'approvisionnement, autant nous devons consolider ce que nous avons déjà. Donc ouvrir de manière robotique, c'est tuer l'économie congolaise et nous plonger dans une dépendance éternelle. Mais par rapport aux intrants, est-ce que il ne peut pas y avoir exonération de la part de l'État, une sorte de subvention pour permettre aux sociétés qui produisent du ciment de baisser le coût du sac à Kinshasa et ailleurs? Oui, mais quel que soit ce qu'on peut apporter comme assouplissement fiscal, il faut noter, Eric, que l'élément crucial dans la fixation de prix dans le secteur cimentier reste les circuits d'approvisionnement. Tant qu'il n'y aura pas de chemin de fer, tant qu'il n'y aura pas de ports qui vont nous permettre de faire du vrac avec les intrants, ça constituera quand même des soucis pour la République démocratique du Congo. Mais cela ne nous permet pas de nous laisser démolir par les voisins. Donc, il faudra attendre encore plusieurs années pour voir, par exemple, le chemin de fer être reconstruit et voir les travaux du port en eau profonde terminés pour que nous puissions bénéficier des effets de ces deux infrastructures sur le prix du sac de ciment en RDC. Il faut savoir que par principe, le développement est chronophage, il s'inscrit dans les temps. Et même le Dieu totipotent et omnipotent n'a pas créé ce monde en un seul jour. La création lui prit 6 jours. C'est tout un enseignement en économie. Et donc aujourd'hui, avec ce qui s'est passé, le prix qui est autour de 15 dollars, est-ce qu'il va baisser
professeur? Je crois que lorsque les circuits d'approvisionnement seront réhabilités, parce que nous avons tous appris que la grève a été finalement levée, tout ce que nous demandons au gouvernement, c'est de rencontrer avec beaucoup de responsabilités les préoccupations de ces transporteurs qui ne font qu'ébrailler depuis une dizaine d'années. Et nous espérons que cette fois, s'ils ne seront pas seulement entendus, mais ils seront compris. Donc, il faut qu'on puisse régler les problèmes liés à l'air SMIC, comme il les pose. Il faut qu'on puisse régler les problèmes liés à la surfiscalisation née du péage et qu'on mette également fin à ces multiples barrières qui sont en train de dénoncer. Mais du côté des transporteurs, nous demandons également qu'ils puissent comprendre que la conjoncture politique actuelle de la République démocratique du Congo ne lui permet pas de démolir toutes les barrières en une seule journée parce qu'il y a des préoccupations sécuritaires. Tout ce qu'on demande à l'État, c'est d'encadrer les agents qui sont commis au contrôle au niveau de ces barrières pour qu'ils cessent de rançonner les opérateurs économiques ainsi que les transporteurs. Mais donc, on devrait attendre encore longtemps pour connaître, enregistrer la baisse. Pour ça, on n'a pas besoin des Chinois pour le faire. Ça peut se faire en une seule journée. Régler, rencontrer leurs revendications par rapport au SMIC, lever les barrières, rationaliser les péages, ça ne peut pas nous prendre une semaine et nous n'avons pas besoin des Chinois pour faire ce genre de choses. Mais les prix vont toujours rester élevés parce que... Non. Maintenant que la grève a été levée, donc on est en train à coup sûr de réapprovisionner les points de vente. Vous verrez que ça va stabiliser, mais ça pourra prendre 2-3 semaines. Et moi, on fera l'évaluation après. Et à ce moment-là, s'il y a vraiment un vrai problème lié à l'offre, les mécanismes d'amortissement de ce genre de crise sont bel et bien prévus dans les décisions prises par les ministres du Commerce extérieur. S'il y a un déficit, il y aura des dérogations et l'offre pourra rencontrer la demande. C'est ça le vrai problème. Mais par rapport à la conjoncture, cette surchauffe est due essentiellement à la grève des transporteurs. Et ces transporteurs ont crié sur les toits depuis des décennies. On ne veut pas les entendre. Et quand on les entend, on ne peut pas les comprendre. Donc, je pense que si le problème des transporteurs est réglé, dans 2-3 les choses redeviendront dans leur piscine état. Dans 2-3 semaines, mais les prix seront stables, mais ne vont plus revenir à 10-11 $. Lorsque les causes qui avaient milité à la hausse seront écrabouillées, automatiquement ça va revenir au prix d'antan. Donc il n'y aura plus de raison pour que la hausse puisse se pérenniser. Si la hausse s'est pérennisée, il appartient au gouvernement d'exercer des contrôles drastiques à ce qui concerne les prix. Et je voulais vous le savez, je ne vous informe rien. Parce que, regardez par exemple, vous savez que l'affichage des prix est obligatoire en République démocratique du Congo. Et lorsque vous faites les tours dans tout ce qu'il y a comme magasin sur cette ville, est-ce que vous trouvez ces affichages dans tous les magasins? Donc ça, c'est la faiblesse de l'État. Donc l'État doit jouer son rôle. Voilà. Alors, il y a toujours un problème de coût logistique qui impacte sur le prix des biens et services. Donc, avec tout ce qui se passe, les embouteillages enregistrés sur la RN1, ça ne favorisera pas la baisse du prix des produits, notamment du sac de ciment. Et vous savez que les coûts logistiques ont plusieurs variables explicatives. Donc, lorsque vous avez des politiques publiques incohérentes, pourquoi ces routes se détruisent? C'est parce que, vous le savez, les sociétés qui construisent ces routes sont victimes de la kleptomanie de quelques fonctionnaires et politiciens verrés. Lorsque la République sort 1 million pour une route, ces sociétés ne touchent au bout du tuyau que 500 000 ou 400 000 $. Et pour ça, nous devons y travailler avec responsabilité. Donc, lorsqu'on ne contrôle pas, lorsque vous avez des sociétés qui vous construisent des routes qui se détruisent 6 mois après, et qu'il n'y a personne pour leur poser, ne fût-ce que la question de savoir pourquoi les routes que Mobutu avait construites
sont encore perceptibles, notamment sur la route de Maluku, et que celles que vous construisez se détruisent 6 mois après. Lorsqu'il n'y a personne pour poser ce genre de questions, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez à ce moment-là? Il y aura toujours les problèmes liés au coût logistique. C'est pourquoi moi je salue la création de ces services, de ces départements en charge de l'intelligence économique au niveau de l'ANER. Donc, en management moderne, les contrôles, c'est la 4e fonction séquentielle et la dernière. C'est cette dit qui ne devait pas sauter. Renforçons nos contrôles. Ces gens qui sont en train de détourner régulièrement l'argent consacré à la construction des routes, sont-ils devenus des ouins pour ne pas être touchés? C'est ça le vrai problème de notre société. Et donc, de ce côté-là, vous n'allez pas chercher à surcharger les cimentiers. Ça, c'est de la responsabilité de l'État. Et nous, déjà, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a flopé, il y a foultitude de questions orales. Et vous aurez de nos nouvelles parce que les contrôles seront effectués avec méthode. Mais professeur, revenons toujours par rapport à cette mesure de protectionnisme soutenue par le ministre du Commerce extérieur, ça viole la loi du marché libéral. Nous avons choisi le système libéral, ça viole ce principe. Mais c'est ceux qui parlent de cette loi-là, malheureusement, ils ne la citent pas. Donc, les flexibilités, les mesures de sauvegarde font partie de l'instrumentum international. Et je voudrais insister là-dessus parce que depuis un certain temps, il y a certaines personnes qui disent qu'ils auraient rédigé les droits économiques et financiers congolais, mais ce n'est pas connaître le monde. Depuis 1945, aujourd'hui, les gros des textes économico-financiers proviennent soit de l'Organisation mondiale du commerce, soit de l'OCDE. Donc, déjà, dans les dispositifs de l'Organisation mondiale du commerce, il est reconnu aux États de prendre les mesures de sauvegarde. Vous avez vu Donald Trump hausser les droits des douanes au détriment des produits chinois. Regardez aujourd'hui, l'Union européenne est en train de chercher à augmenter les droits des douanes sur les véhicules chinois, les véhicules électriques chinois. Ces gens-là parlent de quoi? Lorsqu'ils évoquent la loi, qu'ils vous en donnent aussi les contenus. Il est certes aujourd'hui que le principe, c'est le libéralisme, mais le même instrumentum de l'OMC reconnaît aux États de prendre par moment des mesures de sauvegarde. Et ça, tous les pays les font. Et possible, on le savait. Regardez, les États-Unis subventionnent leur agriculture. La Chine, l'Inde, l'Union européenne font pareil. La Zambie fait la même chose. Et pendant ces temps, vous trouvez quelques malins en République démocratique du Congo. Ils veulent encore surcharger la fiscalité agricole. C'est ça le problème de la RDC. Donc, celui qui vous dit qu'il y a une loi qui nous interdit de prendre des mesures de sauvegarde, qu'il puisse vous en citer un seul article. Mais le gouvernement devrait par exemple subventionner également la production du ciment pour soulager les consommateurs. Pour subventionner, il faut avoir les moyens. Avec le budget de 18 milliards de dollars, vous allez subventionner les opérations économiques par quelle magie? C'est pourquoi nous devons lutter sans concession contre les vols. Regarde, tenez mon ami Eric, sur le plan finement scientifique, tout ce qui n'est pas mesurable n'existe pas. Regardez, depuis une décennie, vous allez constater avec regret que les recettes nées des contentieux fiscal, parafiscal et douaniers ne dépassent guère les 6% de notre budget de l'État. Vous savez ce que cela voudrait dire? C'est que nous devons nous interroger et nous réinterroger sur l'efficacité de nos contrôles. Donc il y a un problème de contrôle. Ici, il ne faut pas viser un seul service. Nous devons nous interroger sur l'efficacité de nos contrôles administratifs, juridictionnels et politiques. Vous comprenez? Donc, c'est pour vous dire qu'il y a encore des problèmes sérieux. Les jours où les problèmes de la mobilisation massifiée des recettes de l'État en République démocratique du Congo connaissent des écueils majeurs. Il y a l'écueil anthropologique. L'écueil anthropologique, c'est quoi? Donc, aujourd'hui, vous allez voir que les castings dans notre pays posent problème. Je l'ai dit et je le répéterai même devant un fusil. Le casting au niveau du gouvernement? À plusieurs niveaux. Nous sommes les seuls pays où quelqu'un peut entrer dans la fonction publique jusqu'à sa retraite, n'a jamais passé le moindre concours. Vous comprenez? Nous sommes les seuls pays où nous-mêmes qui sommes élus, les électeurs ne se posent pas la question sur notre profil. Et pourtant, la République démocratique du Congo, mon pays, le vôtre, a besoin des dirigeants de grands profils et dévoués. Et je peux vous donner des exemples comme ça. Donc, le problème, il est à la fois total et global. Nous devons aujourd'hui nous interroger
sur la méritocratie en République démocratique du Congo. Est-ce que vous savez que le meilleur profil n'a jamais été nato en République démocratique du Congo? Vous le savez bien. Et tout ça, ce sont des problèmes. Donc, nous devons aujourd'hui nous poser de vraies questions. Nous devons apprendre à mettre des points sur les bons i. Comme ça, nous allons voir comment faire décoller les choses. Voilà. Professeur, par rapport au prix du sac de ciment, par exemple, est-ce que la marge bénéficiaire des producteurs est respectée? Est-ce qu'il n'y a pas de la triche aussi parfois dans la fixation du prix du sac du ciment C'est pourquoi je vous ai dit que dans chaque État, et je vous dis qu'en management, j'insiste là-dessus, les contrôles, c'est la dernière fonction séquentielle. Lorsque vous ne faites pas de contrôle des prix, vous voulez vous attendre à quoi? Est-ce qu'il faut que les Chinois viennent nous apprendre à contrôler les prix sur les marchés? Ça, c'est notre problème. Donc, et ce sont des choses que nous devons régler. On vous parlera des inspecteurs qui ne sont pas nombreux. Et pour les recruter, qu'est-ce qu'il faut? Donc, on vous a dit que Dieu a mis fin à la création des hommes sur la terre. Mais on parlera de disponibilité du budget également dans ce cas. Et entre-temps, nous vivons une agencification à outrance. Il y a plusieurs agences qui sont créées depuis une décennie et qui font pratiquement la même chose que les administrations. Pourquoi on ne priorise pas ces inspecteurs en les mettant bien sûr aussi dans de bonnes conditions? Et de ce côté-là, c'est pourquoi je vous ai parlé des obstacles anthropologiques. L'homme congolais lui-même pose problème. Il pose problème. Au fait, aujourd'hui, le vol a été banalisé. Il a été rendu baroque télégraphique. C'est ça le vrai problème de notre société. Donc, si nous réglons, si nous apprenons à mettre des bonnes personnes aux bons endroits, ça va aller. Mais tant que nous allons continuer avec les liens du sang et des sentiments, il n'y aura pas de miracle. Mais professeur, comment arriver, par exemple, à baisser le prix du ciment à moins de 10 $ américains, à 7, 8, même 6 $? L'économie est une démarche processuelle. Nous devons d'abord nous battre pour qu'on revienne au prix de 11 $ avant la grève. Et à ce moment-là, donc, il y a plusieurs projets, notamment les chemins de fer, les ports en eau profonde. Ça va nous faciliter la tâche et cela va se réaliser au fil de l'eau. Donc, c'est un travail, nous devons tous nous y engager. Nous voyons comment le président de la République se bat pour que les choses avancent, mais il ne trouve pas de la collaboration au niveau de certaines institutions. Nous devons dire les choses telles qu'elles se présentent. C'est anormal que lorsque vous volez l'argent dédié à la construction de routes, est-ce que vous êtes un homme normal ou bien vous êtes un monstre? Vous allez devenir sorcier pour commencer à voler? Et ça, ce sont des choses sur lesquelles, au lieu de continuer à nous casser les tympans avec du tintamarre, c'est là où on doit récupérer l'argent de l'État. On doit aujourd'hui opérer la traçabilité. C'est ce qui a été décaissé, c'est ce qui a été utilisé, les bénéficiaires. Et on peut faire cette traçabilité du Trésor public à la DGI, établir des responsabilités. C'est pourquoi j'encourage les départements dédiés à l'intelligence économique d'enquêter sur les au sein de l'ANER, d'enquêter sur les transactions foncières et financières des autorités politiques, administratives et mandataires publics, ainsi que leurs proches. Vous allez voir combien de cadavres il y a dans nos placards. Vous ne pouvez pas manger les omelettes si vous ne pouvez pas casser les œufs. Mais ce département ne va pas tracasser les opérateurs économiques. Ça n'a rien à voir avec la tracasserie. Ça, c'est le discours tenu par les voleurs. Tous les pays qui ont réussi à endiguer la fraude, ils ont cassé des monopoles de contrôle. Les contrôles doivent être multi-sites et multiniveaux. Moi, d'ailleurs, je dis qu'au-delà de l'ANER, on doit également mettre les casiers judiciaires dans la danse. Donc, ce qui gêne, ce n'est pas les problèmes, les contrôles, c'est la qualité de ces contrôles. Il est démontré scientifiquement que chaque fois qu'on crée des monopoles de contrôle, ce sont des nouveaux clubs de corrompus, de corrupteurs qu'on est en train d'établir. Et de manière empirique, vous pouvez vérifier dans des États comme le Hong Kong, pour mettre fin à la corruption au détournement, on a créé plusieurs services de contrôle. Les contrôles de gestion, les contrôles, c'est comme les contrôles liés aux pièces d'identité. Celui qui a sa pièce d'identité, il la produit à chaque réquisition. Mais tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est que
il faut qu'on puisse encadrer ces contrôles et qu'on sente la volonté dans les chefs du gouvernement de lutter effectivement contre ces fléaux. Mais, les mondes nous observent. Les mondes nous observent. Nous faisons la risée de la planète Terre. Mais professeur, oui. Si l'on en ouvre l'importation du ciment, le consommateur aura le choix et le prix sur le marché va forcément baisser aussi. Je sais que c'est ça les discours de ceux qui veulent démolir l'économie congolaise. Et lorsque nous ouvrons, nous allons ouvrir de manière aveugle ces marchés-là, qu'est-ce que nous allons faire de nos usines? Qu'est-ce que nous allons faire de nos frères et sœurs qui travaillent dans ces usines? Et donc, il ne faut pas, en fait, il faut éviter un raisonnement financier lorsqu'on parle de l'économie. En fait, le financier, lui, ne voit que les recettes qui entrent, mais l'économiste ne voit pas que les recettes, il va au-delà des recettes, il voit les effets propagateurs des mesures qu'on est en train de prendre. Donc, lorsque je soutiens la production locale, je soutiens mon industrie, je soutiens ma souveraineté, je crée plusieurs emplois, et ces emplois-là vont payer des impôts qui sont plus importants que les recettes qu'on pourrait gagner du fait des importations. Entre deux mots, il faut choisir un moindre. Mais professeur, dans ce cas, le gouvernement devrait, comme les autres pays frontaliers, subventionner le secteur du ciment pour... Mais je vous ai dit qu'avant de subventionner, il faut en avoir des moyens. Il ne faut pas comparer des choses incomparables. L'Angola, à un certain moment, avait atteint un budget de 75 milliards de dollars, même si aujourd'hui ça baisse, pour moins de 30 millions d'habitants. Mais nous avons 18 millions d'habitants avec plus de 18 millions de budget de 18 millions de dollars, avec plus de 100 millions d'habitants. Vous allez subventionner quoi? On a déjà subventionné la gratuité. Donc, en fait, le problème qui est là aujourd'hui, c'est que nous devons savoir que l'économie fonctionne sur base des principes, notamment celui des avantages comparatifs. Soutenons l'industrie locale. Chaque fois qu'il y aura des équilibres entre l'offre et la demande, les mécanismes d'exception sont prévus par le ministère du Commerce extérieur. Ce qu'on gagne en ayant de l'industrie locale, c'est de l'un supérieur que ce qu'on gagne par des petits avantages liés aux importations. Je rappelle que notre invité, c'est le professeur Godé-Poy. Il est aussi député national, il est pasteur. Professeur Godé-Poy, avec vous, nous allons suivre le panier de la ménagère avec Béro Matanda. Cette semaine, les prix des denrées alimentaires de première nécessité sont fixés de la manière suivante. Un pain varie entre 200 et 1000 francs congolais. Une chikwang appelée bateke coûte 1000, 1500 et 2000 francs congolais. Une botte de feuilles de manioc coûte 3000 francs congolais. Celle d'oseille est à 1000 francs. Celle des amarantes est à 2000 francs. Un chou paumé coûte 1000, 1500 voire 2000 francs congolais. Un tas de bananes plantains varie entre 2000 et 7000 francs. Un sac de semoule de 25 kg coûte 46, 48 ou 68 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de la semoule coûte 4 000 francs congolais. Un sac de riz de 25 kg coûte actuellement 85 000 francs congolais. Il était à 73 000 francs. La mesurette ou copo coûte 2500 francs. Une mesurette ou copo des haricots varie entre 2800 et 5 000 francs congolais. Une mesurette ou écolo de sel coûte 3 000 francs. La mesurette ou sakombi revient à 1000 francs. Une mesurette ou écolo des frétins coûte 20 000 francs. La mesurette ou écolo des chenilles coûte 15 000 francs au grand marché de Kinshasa. Un tête de poisson fumé coûte 5 000, 10 000, 20, 30 ou 50 000 francs congolais au marché Apollo à Kingabwa. Un tas de tomates fruits coûte 500, 1000 ou 1500 francs congolais. Une tomate fruit revient à 300 francs congolais. Une boîte de tomates coûte 600 francs congolais. Un oignon est vendu à partir de 200 francs. Une gousse d'ail coûte 300, 500 ou 700 francs congolais. Un tas de piment coûte 500 francs congolais. Un plateau d'œufs coûte 17 500 francs congolais. Un œuf coûte 700 francs. Un kilo de cotis coûte 14 000 francs. Celui de poisson salé coûte 22 000 francs congolais. Un kilo de gésier revient à 7 500 francs congolais. Un poulet sans emballage, appelé communément poulet nu, coûte 10 000, 12 voire 15 000 francs congolais, c'est selon le poids. Un kilo de chanchard 20 plus coûte 10 000 francs. Un kilo de croupion coûte 8 000 francs. Un bidon d'huile de palme de 5 litres coûte 18 000 francs congolais. Une bouteille d'1,5 litre
d'huile de palme coûte 6 000 francs, celle de 750 ml coûte 3 000 francs. Un bidon d'huile végétale de 5 litres varie entre 28 et 30 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 3 litres coûte 15 000 francs. La bouteille d'huile végétale d'1,5 litre coûte 7 000 francs et celle de 750 ml coûte 2 000 francs congolais. Un paquet d'eau coûte 5 500 francs congolais. Merci Birama Tanda, on vous retrouve la semaine prochaine avec vos différentes rubriques. Professeur, avant de nous quitter, rapidement quelques questions. On observe aujourd'hui une stabilité du taux de change. La parité franc-congolais principale de devises étrangères est vraiment stable. Ça peut s'expliquer aujourd'hui? On explique ça? Il y a des éléments qui expliquent ça. C'est d'abord l'environnement économique international. Aujourd'hui, il n'y a plus surchauffe sur le plan international comme cela a été le cas l'année passée. C'est ainsi que vous allez voir que les États-Unis ont quitté les taux directeurs de 25% jusqu'à 5%, et c'est pareil pour l'eurozone. Ça, c'est déjà sur le plan de la macroéconomie internationale. Sur le plan national, cette accalmie est une accalmie artificielle, tout simplement parce qu'il y a gel des dépenses. Je vous donne un exemple. Nous avons une grande régie financière qui mobilise aujourd'hui pratiquement la moitié des recettes courantes de l'État parce que nous sommes un État fiscal. C'est la DGI pour ne pas la citer. Mais allez là-bas, c'est maintenant qu'on est en train de payer le mois de juillet. Alors, comment vous pouvez dire que vous avez stabilisé la monnaie pendant que vous ne payez pas les agents de l'État? À ne pas confondre avec les fonctionnaires de l'État. Vous avez suivi, j'ai appris que les députés provinciaux, depuis qu'ils sont installés, ils ne sont pas payés. Ce matin même, j'ai vu quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a envoyé une vidéo, là vous voyez où les élèves sont en train de crier à tue-tête qu'il faut payer les enseignants. Alors on se moque de qui? Quel est le danger de ces demi-mesures? Lorsque vous gelez la rémunération, rassurez-vous que, messieurs, vous avez bloqué la demande globale. Et cette situation est catastrophique dans des pays à économie extravertie comme les nôtres. Donc, lorsque vous ne payez pas les agents de l'État, ces gens n'iront pas au marché pour acheter. C'est pourquoi vous entendez nos mamans vendeuses dire vulgairement qu'il y a un bon réseau tambulaté. Et vous bloquez la demande globale. Lorsque vous bloquez la demande globale, il y aura rétrécissement de l'espace fiscal. Et quand il y a rétrécissement de l'espace fiscal, il n'y aura pas de recettes. À ce moment-là, il ne faudra pas que lors de la réduction des comptes, qu'on puisse s'apprendre au service mobilisateur des recettes. Donc, il y a un lien, il y a corrélation entre le cadrage macroéconomique et les finances publiques. Donc, que ceux qui sont à la base de ces mesures se ravisent. Vous êtes mon témoin. Lorsqu'on baissait de manière robotique les prix des billets d'avion, je t'avais dit qu'on avait tué le Congo Airways. Comme d'habitude, vous avez vu quelques personnes acheter à coup de biscuits, venir nous insulter dans vos médias. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous montrer encore Congo Airways dans nos nuages? Tous ceux qui prennent des demi-mesures constituent un esprit de blocage pour les 100 millions de Congolais et ils n'auront pas de paix tant qu'ils ne changeront pas de méthode. Alors, professeur, deux petites questions avant de nous quitter. Projet de budget près de 18 milliards de dollars, c'est réaliste, c'est réalisable? Si on était sérieux, on pouvait même aller au-delà. Donc, si on lutte véritablement, il y a des choses pour mobiliser de manière massifier les recettes en République démocratique du Congo. Au stade actuel, nous n'avons pas besoin de modélisation économétrique. Il suffit de régler les problèmes anthropologiques, donc la qualité des personnes qui doivent être dans la filière, dans la chaîne de nos dépenses et de nos recettes. Et lorsque je parle de la qualité ne s'arrête pas seulement qu'au niveau intellectuel. Donc, Gary Becker a défini le capital humain comme étant celui qui a fait des études exigeantes, qui est en bonne santé, qui a suffisamment d'éthique. Et ça, on doit veiller. Dans cette filière-là, on ne trouve pas des personnes qui ne réunissent pas ces trois qualités. La fraude se porte bien en RDC et c'est même immunisé. J'ai l'autorité de le dire. Après avoir résolu ces problèmes anthropologiques, c'est-à-dire la méritocratie, et je souffrais que je sois rigoureux, parcourir le monde entier, traverser dans tous les pays ici. Aujourd'hui, le secteur économico-financier n'est plus géré par les hommes moyens, sur le plan purement scientifique. Alors, professeur... Suivez-moi. Le deuxième élément, il y a aujourd'hui l'instrumentum qui a été développé sur le plan international pour lutter contre la fraude. C'est notamment l'accord sur la facilitation des échanges et les mécanismes de l'OCDE sur l'échange des renseignements. Et lorsque vous ne faites pas tout ça, vous voulez quoi?
Et moi, je suis de ceux qui pensent, je n'y pense pas seulement, mais je l'ai déjà démontré, que les jours où nous allons lutter véritablement contre la fraude, au bas mot, nous aurons au moins 30 milliards de dollars. Mais comme ça nous arrange tous. Alors, professeur, dernière question. Vous êtes député national, vous allez contrôler rigoureusement le gouvernement. Je voulais vous dire que le travail parlementaire est par essence un jeu collectif. Pour ma part, vous aurez de mes nouvelles. Je n'hésiterai pas, quand il le faudra, de déposer une motion de censure contre le gouvernement. La population souffre. Nous n'allons pas accepter que quelques personnes puissent mettre en mal les mandats du chef de l'État parce qu'ils veulent tous devenir milliardaires. Donc je vous l'ai dit, j'ai les pouvoirs législatifs et par essence collectif, mais pour moi, vous aurez de mes nouvelles. Je vous dis, il y aura des questions orales, il y aura des interpellations et les jours où je serai convaincu que ce gouvernement est à court d'inspiration, je serai le premier à initier une motion de censure contre lui. Je rappelle que notre invité, c'était le professeur Godé Poy, professeur en économie, député national. Professeur, merci d'avoir répondu à l'invitation de Jeudi Économie. C'est moi de vous remercier, mon ami Eric. Mes salutations amicales à vos nombreux auditeurs et auditrices. Merci à Miguel Ménal, le réalisateur. Merci à vous, chers auditeurs. Vous pourrez suivre cette émission sur notre page Facebook, Jeudi Économie, avec Eric Kambago. À très bientôt.